Lights, camera. Aujourd'hui à l'émission, Dazed and Confused, Uncut Gems et Wake and Fright. Bienvenue à On Jase de film. Bonjour à tous, ici Guillaume Saint-Cyr, On Jase de film, la formule est simple, je m'entretiens avec un ou une invitée de ses goûts en matière de cinéma, donc ensemble on passe en revue 3 coups de cœur, une déception et un plaisir coupable. Ce sont les Goods, the Bad and the Ugly, la cinéphilie de la personne que je reçois. Et aujourd'hui, j'ai l'honneur d'avoir sur le show un passionné de cinéma, un critique de films, un podcasteur. Tu m'as également donné ton futon, donc je t'en C'est remercie vrai. encore. C'est Alex Rose. Salut Alex. Salut Guy, ça va bien? Ça va très bien, merci. Et toi? Oui. Good. T'écris pour Cult Montreal, tu fais des critiques de films pour eux. Ça Oui, fait combien de temps exact. que t'es là? Depuis le début, depuis 2014, OK. j'ai été brièvement au Mirror avant, parce que Cult Montreal, pour ceux qui ne savent pas, c'est né des cendres du Mirror, qui était l'équivalent anglophone, mettons, du ici. Mhm. Euh, Puis, une de mes amies, Roxane Hudon, travaillait, elle, pour le Mirror, puis elle a déménagé en Écosse. Puis, fait qu'elle m'a plugué pour la remplacer. Puis au début, ce que je faisais, c'était ce qu'on appelait les blurbs, ce qui était vraiment juste des reviews de comme 2 lignes qui accompagnaient les horaires Mhm. du film. Pour les films qui ne valaient pas la peine d'avoir une page, ou un quart de page. J'ai fait ça pendant quelques mois. Le premier film que j'étais censé aller voir pour avoir un long review, c'était Spider-Man, le premier avec Andrew Garfield. Ah oui, OK, mon Dieu, oui. Et le jour même où j'étais censé y aller, on a tiré la plug sur le Mirror. Et donc, Ah. c'est jamais arrivé. J'ai jamais été publié là, officiellement dans le Mirror. Mais après ça, Mhm. c'est ça. Cult est né des cendres. Puis au début, j'étais encore juste un pigiste. Là. Je faisais essentiellement la même affaire, la job sale d'aller voir les films que personne ne voulait aller voir. Ouais. Puis là, éventuellement, avec le temps, ben, je suis devenu pupitreur, là, rédacteur en chef de la section écran. Parce que là, on s'entend que depuis un certain moment, le cinéma en tant que tel est sur pause. Donc, Oui. je ne peux pas être le film editor nécessairement Mhm. parce que il n'y a pas de film. Ouais. C'est une job qui t'a amené à parler avec plein de célébrités, de cinéastes, Oui, d'acteurs, oui. de plein de gens qui travaillent dans cette industrie-là. Euh, avec qui tu as pu parler, que ça t'a le plus impressionné, que tu as fait, mon Dieu, là, je me pince un peu de parler avec cette personne-là. Ben, c'était toute la même année, je crois. Non, c'était tout au TIFF, dans le fond. Puis Mhm. c'était. Mais les top 3, je te dirais, c'est Michael Haneke, Ouais. Paul Verhoeven et Jim Jarmusch. Tu sais, Hmm. comme un des trois, ça serait déjà quand même pas mal, je trouve. Ouais, il me semble que c'est comme 3 personnes de qui tu veux apprendre dans la vie. C'est ça. Puis, tu sais, Jarmusch, c'était un round table, fait qu'on était plusieurs journalistes. Mais, tu sais, Paul Verhoeven, il y avait juste moi, puis Paul Verhoeven sur un divan, puis son interprète. Parce que C'était-tu Paul avec son Verhoeven, comeback avec elle ou. ouais, c'était pour elle, c'est ça. Fait Ok, que c'est en l'année plus. avant, parce que Jim Jarmusch, c'était pour Patterson, puis Haneke, c'était pour Happy End. Ok, ouais, Euh, ouais. Puis Haneke aussi, il y a un interprète, même si tu sais, c'est des gens qui parlent anglais, je pense que c'est plus facile pour la rapidité là, du travail. Puis, mais aussi intéressant, fait intéressant, le lendemain, j'ai croisé Haneke à l'hôtel, le même hôtel où je Mhm. l'avais interviewé, puis il m'a fait salut. Fait qu'il s'est Ah, rappelé de moi 24 heures plus tard, puis j'étais comme oh, oh. c'est bien cool. Je suis jaloux, je suis jaloux. Je ne te le cacherai pas, là. Haneke, c'est un cinéaste que je porte très fièrement dans mon cœur. Ouais. Ouais, puis tu sais, je te dirais que la chose que tu remarques quand tu rencontres ces gens-là, tu sais, puis on s'entend que là, c'est pas une rencontre, c'est dans le cadre du travail, Mhm. ils sont la switch à travail, mais c'est que c'est souvent du monde qui sont super normal. Ouais, C'est comme ouais, Aneki, tu penserais qu'il serait très comme je sais pas, là, pas misérabiliste, mais tu sais, il fait pas des films de personnes qui est heureuse, mais il a l'air mhm. bien heureux de même. Tu sais, il semble pas nécessairement. Ouais. Puis tu sais, au même niveau, il y a
Mettons, la chose qui me fait le plus peur, le type de personne qui me fait le plus peur à interviewer, c'est des actrices françaises. OK. J'ai interviewé 2 fois Isabelle Huppert, puis les 2 fois, je pensais que j'allais mourir. Parce que, tu sais, comme t'as vraiment peur que ça se passe pas comme elle, ça y tente. Puis, tu sais, de tout le monde sur la Terre qui pourrait m'envoyer chier, la personne que je veux le moins qui m'envoie chier, c'est Isabelle Huppert. Parce que, tu sais, j'ai l'impression que ça resterait avec moi pour toujours. Ouais. Fait que, je m'en suis bien sorti les 2 fois, fait que ça, je suis quand même heureux, là. Mais ouais, c'est ça. C'est sûr que ça, c'est une des parties les plus fun de la job. C'est une des parties de la job qui m'a plus ou moins été enlevée, tu sais, là, avec la pandémie, parce que de temps en temps, je fais des entrevues sur Zoom, mais tu sais, c'est pas pareil. C'est pas pareil. Non. Tu peux pas dire que tu as rencontré quelqu'un si tu leur parles sur Zoom. Fait que c'est pas tout à fait pareil, mais c'est quand même le fun. Ça donne un accès quand même aux gens. Puis je pense que c'est pas mal moins stressant sur les personnes qui doivent faire 250 entrevues. Là, Ouais. Fait que c'est ça. Puis quand j'ai commencé à aller au TIFF, ne sachant pas vraiment de quoi ça allait avoir l'air, j'étais très relax. Puis je vais toujours m'en souvenir, j'ai fait une entrevue avec Brie Larson pour Room. C'est l'année que Room a sorti. Puis là, on ne savait pas qu'elle allait gagner l'Oscar, évidemment. Puis, tu sais, ils nous ont mis toutes des dudes barbus avec des bedaines puis des hoodies dans une chambre d'hôtel, tu sais. Puis elle est rentrée, puis elle était toute maquillée. Elle avait comme une robe parce que, tu sais, ils nous ont rentré comme entre 2 shoots pour la télé, tu sais. Fait que je me suis dit, là, ça n'a pas d'allure. Genre, tu sais, moi, je me sens pas... Il faut que je step it up. Là. Je peux pas arriver là, en hoodie. Là, je suis en hoodie en ce moment, mais tu sais. Non, mais on n'a pas. Je suis pas Brie Larson, n'inquiète-toi pas. Mais tu sais, à cause de ça, maintenant, je mets toujours un suit quand je vais faire des entrevues dans les festivals. Puis je te dirais que depuis que j'ai fait cette décision-là, les personnes sont en suit peut-être une fois sur 40. Ah ouais. La première année, tout le monde était tout en suit. Les actrices étaient maquillées puis en robe puis tout. Puis maintenant, c'est plus ça pantoute. Fait que, on fait ce qu'on peut. Ouais. T'as grandi au Saguenay? Oui. Ou au Lac-Saint-Jean? Je peux pas faire la différence. Non, au Saguenay, à Arvida, qui est en fait maintenant fusionné pour devenir Jonquière, qui est maintenant fusionné pour devenir Ville de Saguenay. Ouais. Mais ouais, c'est ça. C'est comment être un jeune cinéphile au Saguenay dans les années 90? C'est de la marde. C'est pas... tu sais, comme moi... je sais que souvent, quand tu as des invités au show, ils parlent des films qu'ils regardaient dans leur jeunesse, puis des choses que. Puis moi, je faisais pas vraiment ça. Pour être bien honnête, je pense que mes parents sont pas particulièrement cinéphiles. Ça arrivait qu'on louait des films, mais une des choses, je pense, que je pensais à ça aujourd'hui, justement, c'est que mes 2 parents parlent anglais, puis dans les années 90, quand il y avait juste des VHS, ben, ils étaient juste en français. Fait que, je pense que au lieu de souffrir la version doublée que tu n'avais pas le choix, mes parents, ils faisaient autre chose que de regarder des films. T'sais. Fait qu'on ne regardait pas souvent des films en famille, puis ça m'arrivait d'aller louer des films comme avec mes voisins, avec n'importe qui, mais c'est pas avant, vraiment comme... quand j'avais 12-13 ans, fait que fin des années 90, quand il a commencé à avoir des DVD et tout ça, que un certain monde s'est ouvert à moi parce que je pouvais regarder des films dans la langue originale. Puis, moi, ce que j'habitais à Arvida, j'étais loin du cinéma en plus. Fait que, ça te prenait un lift pour aller au cinéma. Essentiellement, tu peux même pas y aller en boss. Fait que, j'allais en Bessic le Vidéo 2000 à Arvida, puis j'allais louer des films. Puis là, un peu plus vieux, tu te dis, à Kenogami, il y a un club vidéo. Fait que je vais aller en Bessic là-bas, voir quels films qu'ils ont là-bas, qu'ils n'ont pas ici. Puis, je te dirais que cette frustration que j'avais a quand même été une des raisons pourquoi j'ai déménagé à Montréal dès que je pouvais. J'ai déménagé quand j'avais 17 ans. J'habitais avec ma grand-mère au début, là, parce que j'étais comme, écoute, tant que j'ai pas des films doublés, c'est correct de vivre avec ta grand-mère. Non, mais tu sais, en tout cas. Puis, mais c'est ça, c'est pas, je découvrais pas grand-chose. C'est les débuts, les balbutiements de l'Internet aussi. Fait que, tu sais, tu lisais à propos de quelque chose qui avait l'air intéressant, mais tu sais, good luck, essayer de le trouver. Ça existe juste pas. Avant de le voir. C'est ça. Tu sais, fait que t'es un peu comme résolu à, bon, j'achète qu'est-ce qu'il y a dans le bin à 5,99 au Walmart, tu sais, puis de temps en temps, certains clubs vidéo avaient des VHS en anglais, fait que tu loues ça, tu lis les DVD qui sortent, puis tu sais, fait que tu te fais une cinéphilie, tu construis une cinéphilie étrange, je te dirais.
Puis, tu sais, une des choses les plus importantes, comme ça l'est, je pense, pour beaucoup de gens de mon âge, c'était Mediafilm, les cotes Ouais. dans l'horaire, là. Puis, Télé-Québec, à l'époque, tu sais, qui avait vraiment une section cinéma incroyable. Puis, tu sais, même souvent, plus souvent qu'autre chose, c'était les versions originales avec des sous-titres, même pour les films américains. Oui. Ce qui est plus Fait le que cas ça, aujourd'hui, c'est ça. malheureusement, mais bon. Ouais, ben là, c'est sûr que là, l'accès a changé aussi. Fait que, tu sais, Mhm. c'est sûr que si tu n'as rien, tu n'as pas accès à Criterion, tu n'as pas accès à quoi que ce soit, puis tu dois tomber là-dessus, c'est pas idéal, mais bon, tu sais. Fait que c'est ça, tu sais, moi, mettons, de 0 à 13 ans, ma cinéphilie, tu sais, ce qui est étrange parce que là, maintenant, tu sais, c'est ma job d'aller au cinéma. C'était pas tant important dans ma vie que ça, tu sais. Ça a pas... J'étais pas un genre de kid qui regarde Retour vers le futur ou E.T. là, à répétition. Tu sais, je lisais énormément. Tu sais, Ouais. puis, ça, c'était comme un peu. Tu sais, ça m'arrivait. Je pense que pour certains films, j'ai lu comme le novelization Boboche avant de voir le film, là, genre Alien, puis des trucs OK. comme ça. Tu sais, fait que Wow. je sais Wow. pas, là. Je sais pas à quel point, tu sais, je me souviens d'avoir lu les novelizations de Star Wars juste avant qu'il y ait que les films ressortent, là, tu sais, Ouais. le 20e anniversaire. Puis les novelizations n'ont comme rien à voir. Tu sais, ils sont basés sur comme un vieux scénario, là, tu sais, quand ça s'appelait Luke Starkiller, puis tout ça. Fait, Oui, tu puis sais, c'était là, tu vas encore voir le Harvest film, Moon. puis t'es comme, qu'est-ce que c'est ça? J'ai lu le livre, c'est pas comme le livre. Mais plus, le livre n'est pas comme le film, c'est pas la même. Non, C'est c'est ça. à l'envers. Puis le déclic s'est fait avec quel film, tu dirais? Ben, c'est ça, je lisais énormément, puis je lisais, on recevait Le Soleil à la maison. Puis je lisais la section cinéma du Soleil, puis souvent, j'étais comme... tout ce que... C'était Normand Provencher, je pense que c'est encore Normand Provencher, d'ailleurs, au Soleil. Puis tout ce que Normand Provencher donne 5 étoiles, ça a l'air plate, puis tout ce que moi, j'aime, il n'aime pas ça. Ouais. T'sais? Fait que là, j'étais comme, il faut que j'essaye les affaires qui sont plates. Je me souviens, je suis allé louer la même semaine, ça fait que c'est en 1999, The Sixth Sense, Being John Malkovich et Three Kings. OK. Parce que les trois avaient eu comme au moins 4 étoiles, je pense, dans le Soleil ou en enfant de même. J'ai loué les trois. J'ai tout regardé ça la même fin de semaine, puis j'ai fait OK. Il se passe de quoi que c'est pas juste des jokes de graines puis du monde qui sont tirés dans la tête dans les films. Ça peut être autre chose. Puis là, j'ai commencé à enregistrer des trucs à Télé-Québec. Je pense que le déclic, le grand film, puis on va y revenir, mais c'est pas un des films que j'ai choisi, mais c'est Taxi Driver. C'est un film que probablement que tu devrais pas regarder quand tu as 13 ans, genre. Parce que peut-être, tu sais, ben, ça peut être bon, c'est sûr, autant que ça peut te donner des... C'est vrai. Taxi Driver, puis tu sais, comme tout le monde, j'imagine Pulp Fiction, là, mais c'est ça, Taxi Driver, après ça, tu débordes un peu une affaire, tu sais, puis là, j'étais rendu... C'est très cliché d'un homme blanc de mon âge, là, mais genre, tu sais, De Niro puis Pacino, tu sais, puis là, tu regardes ça, tu regardes Dog Day Afternoon, puis tu regardes Raging Bull, puis fait que c'est parti de là, puis c'est encore des films pour lesquels j'ai une très grande estime, mais tu sais, je pense que c'est pas avant de commencer à étudier en cinéma réellement que ça t'ouvre vraiment ça t'explose la tête. Je me souviens au cégep d'avoir vu Mon oncle d'Amérique. Oui, avec Depardieu. Ouais, c'est ça. Non, c'est René. Non, c'est Alain René, ouais. Puis ça, c'est vraiment, tu sais, avoir 17 ans puis penser que, tu sais, Tarantino, c'est le end-all, be-all de ce qui se passe au cinéma, puis voir ça, c'était comme trop, on dirait. J'étais comme pas capable de dealer avec ça. Fait que, tu sais, ça s'est fait quand même lentement, tu sais, puis à un certain point, moi, je suis un grand défenseur de prendre son temps et de pas nécessairement tu trouves que Truffaut c'est bon, ben écoute tous les bons Truffaut one shot. Non, prends le temps de l'apprécier. C'est ça. Tu t'en gardes. J'ai fait ça énormément, de me garder des films. Il y a plein de films qui sont des grands films là, que j'ai toujours pas vus. Parce que aussi, tu veux pas, quand tu as 16-17 ans, tu découvres La Boîte Noire. Mettons, quand je suis déménagé ici, puis là, tu as accès à tous ces grands films-là. Si tu t'enclenches 6 dans la même fin de semaine, il y a des chances que quand tu as 34 ans, tu t'en rappelles plus. Ouais, c'est comme c'est futile. Ça ne servait à rien. Voir trop de bonnes choses d'un coup, je trouve que ça enlève l'appréciation pour plus tard.
Parce que tu as l'impression d'avoir tout vu à un moment donné. C'est ça. Tu deviens trop cynique. Là. Faut garder les petits. Tu sais, moi, je suis pas encore rentré dans le Kurosawa de ma vie. Là. J'ai jamais Mhm. vu un film de Kurosawa, mais je me garde ça pour ma quarantaine, je pense. Ouais. Ben, tu sais, puis il y a des choses aussi que tu regardes, tu sais, comme. Je me souviens d'avoir essayé d'écouter Sonate d'automne de Bergman, Ouais. tu sais, qui avait passé à Télé-Québec. Je me souviens d'avoir commencé à regarder, puis, tu sais, du haut de mes, je sais pas, là, 16 ans, de dire, je suis trop jeune pour ça. Tu sais, Ah, c'est c'est pas, correct. pas genre, tu vas voir des shit que tu devrais pas voir, juste comme, tu sais, ça va te passer 10 000 pieds par-dessus la tête, regarde Porky's 2 ou whatever, genre, puis, tu sais, ça, c'est à ton niveau pour le Ouais, ouais. moment, tu sais, puis tu peux regarder Porky's 2 puis te dire, ben, ça, c'est de la merde, puis je pense que il n'y a aucun film qui est une perte de temps, selon moi. Mhm. Parce que même si tu n'as pas aimé ça, puis c'était de la merde sur toute la ligne, ben ça t'a aidé à façonner ce que Oui, tu considères de la merde. tu Fait que, définis tes standards. Voilà. exact. Fait que c'est ça. On va rentrer on va rester un peu dans le monde de l'adolescence avec ton premier film qui est Dazed and Confused de Oui, 1993, réalisé par Richard Linklater. C'est sauf erreur son deuxième ou troisième film. c'est son troisième, je crois. Son Mais le premier, troisième, ouais. c'est un truc qui est sur le DVD d'ailleurs de Days and Slackers. Confused qui s'appelle It's Impossible to Learn to Plow by Reading Books. Lui, il joue dedans, puis je pense que c'est lui qui set Hmm. up son trépied puis qui fait des affaires. Là. Fait que c'est très minimaliste. Là. Ouais, ouais, ouais. Donc, son deuxième grand film, puis son premier de, avec De de studio, l'argent. ouais, Là, c'est ouais. ça, c'est ça. Ça met en vedette Matthew McConaughey, Jason London, Willie Wiggins, Joey Lauren Adams, qu'on a revu par après dans plus de films, mais Mhm. aussi Mila Jovovich, Adam Goldberg et Ben Affleck qui ont eu les carrières Exact. qu'on connaît maintenant. Euh, parle-moi de Days and Confused. Mais c'est dur de dire l'histoire de ce film-là, mais ça Ouais. raconte quoi? Ça présente quoi? Ben dans le fond, ça se passe à la dernière, c'est en 1976. C'est la Mhm, dernière journée d'école de, du kid joué par Wally Wiggins, mhm, parce que tu sais, c'est aux États-Unis, fait que c'est séparé, tu sais, t'as le middle school puis le high school. Fait que lui, il gradue envers l'école des grands. Puis, vu que c'est la dernière journée, ben, il y a des gros parties, puis tu sais, tout le monde fait la fête. Puis lui, il se fait un peu prendre sous l'aile des plus vieux, incluant, il me semble, sa sœur, qui est comme ouais. il me semble que c'est Parker Posey qui joue sa Oui, sœur. c'est ça, Parker Posey. Puis, fait qu'il se ramasse, c'est ça, avec des adultes, so to speak, dans une soirée. Ça se passe tout le long d'une soirée. Tu sais, ça commence quand l'école commence, puis ça finit le lendemain matin. Mhm, Puis c'est un film, c'est ça, comme tu dis, avec pas vraiment d'histoire en tant que tel, c'est plus comme un hangout de personnages. Tu sais, mhm, c'est des personnages qui existent à l'intérieur d'un monde. Puis ce que j'aime vraiment de ce film-là, tu sais, quand j'étais ado, ça me mettait vraiment en furie à quel point les films d'ado ne ressemblaient pas à ouais, ma ouais, vie à ouais. moi. Tu sais. Puis je trouvais ça tellement, tu sais, Tu te comme. reconnaissais pas dans Roméo et Juliette Non, de. c'est ça. Tu sais, même American Pie ou des trucs comme ça, parce que t'es comme. Tu sais, les ados dans les films d'ados américains, parce que tu sais, t'es encore au secondaire quand t'as 18 ans. Fait Mhm, que c'est tout le temps ça. Ils ont tout le temps dit, tu sais, ils ont un char, puis ils sont essentiellement des petits adultes. Puis moi, c'était pas ça, tu sais, surtout quand t'es au Saguenay, tu sais, à 15 ans, personne n'a de char, tu peux pas aller nulle part, tu peux pas. Fait que, tu sais, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on se saoule dans des champs, puis on brûle des choses, puis tout ça. mhm. Puis, alors, tu sais, on va au lac Saint-Jean, à Saint-Jean, puis on fait un gros party sur la plage, tout ça. Puis, Days and Confused, je trouve que c'était ce qui, même si c'était essentiellement tu sais, de la génération de mes parents, ce que ça Mhm. démontrait, tu sais, c'est ma mère a fini le secondaire en 1976. Euh, c'était beaucoup plus près de ma réalité à moi, tu sais, de comme on s'emmerde un peu, on cherche quelque chose à faire, on pense au futur, on veut s'en aller de là, tu sais, on n'est pas euh, complaisant dans même si c'est un film plutôt nostalgique, Mhm. c'est pas nécessairement ça te démontre pas comme la fantaisie des ados. Parce que je pense que le problème d'un film d'ado, c'est de regarder avec nostalgie un ado et de dire Ouais. est-ce qu'on était bien dans ce temps-là. Ouais, ouais, Parce que ouais. personne n'est bien quand ils sont des ados. Oui, il y a C'est pas le l'insouciance, il y a fun. ci, il y a ça, mais t'es pas bien, c'est pas le fun. Puis même quand t'es un joueur de football ou whatever, un des personnages principaux dans des joueurs de football, ça te satisfait pas. C'est pas ça que tu veux. Puis Mhm. je pense que justement,
Ça me parlait beaucoup à cette époque-là. Puis aussi, tu sais, juste, c'est un film super drôle, super le fun, ludique, puis avec beaucoup, beaucoup de style, tu sais. Puis je trouve que ce que, mettons, Linklater fait avec la musique dans Dazed and Confused, c'est vraiment... c'est simple, là, mais c'est extrêmement efficace. Il y a une scène où que Matthew McConaughey sont dans comme un bar où ils jouent au billard avec Matthew McConaughey. Puis c'est Hurricane de Bob Dylan qui joue dans le bar. Puis McConaughey arrive, puis il kick la porte. Tu sais, c'est des portes sur des battants. Ouais. Ça kick exactement au bon bout dans Hurricane quand Hurricane part. Puis tu sais, ça, c'est comme... Tu sais, juste l'imaginer dans la salle de montage faire... C'est ça, c'est là. J'existe pour ça. C'est pour ça que c'est ça du cinéma. C'est arrivé exactement. C'est parfait. La face de McConaughey qui fait quand il kick la porte, qui frappe exactement au bon beat quand Hurricane part. Ouais. Je vais toujours m'en rappeler la première fois que je l'ai vu. C'est niaiseux à dire. T'avais quel âge quand tu l'as vu la première fois? Je devais avoir... c'était en VHS. Là, fait que, je l'ai vu en français la première fois. Fait que 14-15 ans, j'imagine. C'est le bon âge pour le voir aussi. Malheureusement, dans mon cas, je l'ai vu peut-être trop tard pour que ça ait cette résonance-là. Puis je voulais l'aimer, ce film-là. C'est ça que je trouve dommage dans mon cas. Là, puis je reconnais à quel point c'est un bon film, c'est un grand film, mais c'est ça, je l'ai vu peut-être. C'est plate, mais genre 2 ans trop vieux. Cette espèce de. Mon secondaire est trop loin pour que je puisse apprécier quelque chose comme ça. Puis c'est bizarre parce que je trippe sur tout ce qui est. Dans le cinéma québécois, là, les films comme Tu dors, Nicole, puis Jeune Juliette, ça qui, pour moi, se rapproche quand même du genre d'adolescence, début d'adolescence que j'ai pu avoir, là, mais t'as-tu... Ben, tu sais, moi... ma question un peu par rapport à ça, là, mais... Ouais, tu sais, parlant de films québécois, il y a À l'Ouest de Pluton. Ouais. Myriam Véro, je pense que ça s'appelle. Myriam Véro, puis la réalisatrice de Quiz en tout cas. Puis ça, ça sorti en 2006. Je l'ai peut-être vu en 2007. Fait que ça, c'est mon secondaire était 3 ans en retard. Puis ça, le réalisme de ça comparé à Dazed and Confused, que ça m'a rendu profondément mal à l'aise. Je me souviens d'avoir vu ça puis d'être comme, parce que quand j'avais comme 20 ans, quand tu as 20 ans, tu as des amis qui sont nostalgiques pour il y a 3 ans. Oui. Puis là, tu regardes à l'Ouest de Pluton puis tu fais oh, non. C'est la peau grise dans un sous-sol, poche, les filles d'un bord, les gars de l'autre, puis tout le monde est mal à l'aise. Tu vas chez ton ami en Bessic, puis c'est comme, il n'y a rien de glamour, c'est totalement, c'est la chose la plus, pas triste ou pathétique, mais la moins glamour, c'est la chose la plus voici ce que c'est. Oui, non, c'est... Ben, à l'Ouest de Pluton, c'est peut-être le Dazed and Confused québécois dans ce portrait-là de la jeunesse. Là. J'en ai parlé dans un épisode précédent avec l'animateur Félix B. Desfossés, puis c'était son coup de cœur. Ouais. Je comprends. Tu vois, celui-là m'a beaucoup plus touché, mais tellement c'était proche, puis tellement c'était... Il y avait un malaise de... non, c'est absolument rochant. Puis là, la dernière fois que ça m'est arrivé, c'est 8th Grade de Bo Burnham. Oui. Très, très fort aussi. Qui, je dois dire, comme c'est à propos d'une fille, puis c'est pas vraiment. Mon expérience ressemble pas tant que ça à ça, mais l'angoisse générale de sa vie venait vraiment me toucher beaucoup. Puis c'est le seul film où j'étais au cinéma, j'étais au visionnement de presse pour le voir. J'étais tellement mal à l'aise que je me suis levé puis j'ai marché. Genre, j'ai fait des allers-retours dans l'allée parce que j'étais comme, je vais mourir, je peux pas regarder ça. C'est la chose, c'est vraiment ça aussi, ça vient toucher sur une affaire qui n'est pas glamour du tout, qui n'a rien, qui n'a aucune nostalgie là-dedans. Je pense que dans Dazed and Confused, il y a un peu de nostalgie, mais c'est surtout pour l'époque. Des années 70, puis les costumes, puis la musique, puis tout ça. Plus que le sentiment de bien-être qu'on pourrait assigner là, à des ados. Oui. Et c'est probablement ce que Richard Linklater a vécu lui-même. Oui, c'est ça. Il a l'âge de ses personnages dans le film au moment où il a vécu la même chose. Ça a de l'air... C'est trop proche de la réalité pour pas être un peu autobiographique, ce film-là. Là. Je pense il l'a refait avec Everybody Wants Some, là, il y a comme 5 ans. Ouais. Qui est un film d'université, mais à propos d'une équipe de baseball là, qui vit toutes dans une maison ensemble, qui est beaucoup dans ça aussi, dans
la spécificité, parce que justement, Linklater était un joueur de baseball à l'université, puis tout ça. Puis, ça, c'est encore plus autobiographique, je pense. Là. Ça se passe, je pense, en 81. Fait que c'est exactement. Okay, c'est pas loin. C'est comme une suite, on dit une suite spirituelle, mais c'est vraiment ça. C'est comme. Ça a un peu d'humour un peu bon enfant, des méchants, il y a du bon monde, mais tout le monde est un peu de chaque bord. Il y a du monde qui sont fins des fois puis qui sont pas fins d'autres fois. C'est un peu ça avec l'idée. Il y a ça aussi quand tu regardes des Confused, il y a des bullies dedans. Ouais. Puis il y a du monde qui existe un peu entre les deux. Ben Affleck, c'est le gros bully qui se fait vider une canne de peinture sur la tête. Ouais. Mais il y a du monde comme entre les deux. Une relation que tu as souvent avec des jeunes plus vieux que toi quand tu as cet âge-là. Ils t'antagonisent un peu, mais ils te chassent pas. Tu peux chiller avec nous autres, mais en autant qu'on peut te rosser le plus possible. Ouais. Puis ça, c'est réaliste aussi. Toutes ces affaires-là, je les trouve très réalistes. Fait que, je sais pas, ça fait quelques années que je ne l'ai pas vu, mais c'est un film que, justement, je regardais énormément. Je pense peut-être la première édition Criterion que j'ai achetée. Je m'en souviens encore à la librairie Volume sur Sainte-Catherine à côté de l'UQAM. Puis, c'est un film que je pense que. Puis, Linklater a jamais. Pour moi, n'a jamais topé ça, là, même s'il a gagné des Oscars puis tout. Là, je pense quand même que Dazed and Confused, c'est pas mal au top là, de ce qui peut se faire dans ce style-là. Mais tu me donnes le goût de le revoir. Pour vrai, je vais lui redonner une autre swing. C'est sûr, je vais y retourner à la lumière de ce qu'on vient de se dire. On va passer à ton deuxième film qui est Uncut Gems. Qui est un film de 2019, donc c'est assez récent, réalisé par Benny et Josh Safdie, les frères Safdie, qui eux en sont à ce moment-là, eux autres c'est à peu près leur troisième, quatrième film. Ouais. Je pense que c'est le... C'est ça, c'est le quatrième, mais il y a un documentaire, le cinquième avec le documentaire Lenny Cook. Là, mais ça met en vedette Adam Sandler dans toute une performance. Kevin Garnett, qui se joue lui-même, mais qui est probablement le meilleur acteur pour se jouer lui-même. Lakeith Stanfield, Pom Klementieff, Idina Menzel et The Weeknd, lui aussi dans son propre rôle. Où est-ce qu'on le voit péter une coche parce qu'il ne peut pas faire de la poudre. Ce qui est quand même, en tant qu'artiste pop, j'imagine mal Justin Timberlake se jouer lui-même dans un film et sauter une coche parce qu'il peut pas sniffer de la coke. Ouais, c'est clair que c'est rare que quelqu'un, tu sais, ouvertement, parce que ça arrive souvent des gens qui font des caméos d'eux-mêmes. Puis, tu sais, ça arrive souvent dans des grosses comédies, mettons, où quelqu'un va jouer une version evil d'eux-mêmes. Ouais, on a vu Will Ferrell le faire. C'est souvent dans des comédies. Là. Mais tu sais, même là, genre Sully, là, tu sais, comme dans. Là, je viens de sortir ça, le gars qui fait Sully, là, Chester Sullenberger, il se joue comme un genre de méchant dans Daddy's Home 2. Puis, tu sais, ça, il y a comme un revirement immédiat. Tu sais, comme, regarde, on pense qu'il est smart puis il est hot, mais finalement, il est méchant. Tu sais, ça arrive souvent, mais il n'y a pas beaucoup d'attention portée à The Weeknd dans son rôle. Non. Fait que, tu sais, je sais que, si j'ai bien compris, c'est un ami des frères Safdie. Tu sais, c'est quelqu'un qui les apprécie, là, genre, fait qu'il a accepté de faire ça, mais ouais, c'est vrai que il y a pas beaucoup d'humilité, il y a beaucoup d'humilité plutôt dans Uncut Gems de tout le monde impliqué. Complètement. Ça raconte quoi, Uncut Gems? C'est quoi cet ovni de film-là? Oui, Uncut Gems, ça raconte l'histoire de Howie, qui est joué par Adam Sandler, qui est un bijoutier à New York, dans le Diamond District, qui a un problème de jeu hors de contrôle et qui met la main sur justement une uncut gem, une pierre précieuse, mais à l'état brut. Fait que c'est une roche dans laquelle on voit des pierres précieuses. Et dans le but de la revendre, dans le fond, il l'a eu pour un bon deal, il veut la revendre dans une vente aux enchères. Et Kevin Garnett vient le voir. Et il adore la roche, il pense que la roche, c'est une bonne chose. Magique, c'est ça, c'est comme une pierre magique. Fait qu'il part avec, il dit, je peux-tu t'emprunter ça? Ça va être une pierre magique, ça va me porter chance pour ma game.
Sandler ou Howie dit d'accord, pas de problème. Ça fonctionne la première fois. Donc, ce qui fait penser à Howie que la roche est effectivement magique. Et s'ensuit une dégringolade sans fin. Il doit de l'argent à son beau-frère, joué par Eric Bogosian. Il est dans la marde par-dessus la tête. Il trompe sa femme avec Kevin Garnett lui prête sa bague Ouais. de victoire de la NBA, puis il va panner ça automatiquement. Immédiatement. Tu dis, attends, là. Wayne Gretzky te donne sa bague de la Coupe Stanley, puis toi, tu t'en vas au content.com pour changer ça, là. T'es sérieux, man. Pour aller faire... puis tu sais, c'est ça. Puis là, il va miser ça sur une affaire compliquée où est-ce qu'il perd l'argent, fait que là, il faut qu'il rate. Fait que là, il se ramasse dans magouille par-dessus magouille, par-dessus magouille. C'est très, 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 très stressant comme film. Oui. Il n'y a pas un moment de pause. Il n'y a pas une seconde où ça crie pas, où tu n'as pas un bruit de la porte qui ouvre avec l'alarme. C'est que ça. Ils sont dehors, il y a des klaxons partout, il y a des gens qui crient, il y a des gens qui viennent les voir à 2 pouces de leur face. C'est tellement c'est ça, caméra à l'épaule, très nerveuse. Tout le monde crie. Il y a beaucoup de... Les SAFD utilisent souvent des non-acteurs. Du monde qu'ils ont rencontré, généralement, si j'ai bien compris. Et ces gens, puis il y a souvent de ces gens-là qui sont juste placés, comme il y a deux personnages, il y a un personnage que j'adore, un petit dude chauve, là, qui il doit 10 000 Alexandre, il doit 10 000 puis il vient le voir, il est super pas imposant, puis il vient tout le temps le voir, ça arrive, puis il fait « Howie, you owe me money, Howie. » Puis ce gars-là, il arrive tout le temps au pire moment. Là, des fois, à un moment donné, il t'arrête de se faire crisser une volée, puis ce gars-là, il arrive, puis là, il faut qu'il crie après. Puis c'est ça, Sandler qui est... d'habitude, quand Sandler est utilisé dans un rôle dramatique, c'est pour la partie douce de sa personnalité. C'est un agneau, puis il pète des coches. Ouais. Tandis que là, il est tout le temps en train de crier, tout le temps. Puis, je trouve ça... En tout cas, je l'ai vu, fait que c'est ça. C'est un film que j'anticipais énormément. Je l'ai vu à Toronto en première nord-américaine, je crois. J'anticipais énormément parce que j'avais vraiment aimé Heaven Knows What et Good Time, les deux avant. Puis, tu sais, moi, j'étais un gros fan d'Adam Sandler, tu sais, plus la personne que ses films, je te dirais. Là, je trouve ça intéressant, dans quelle mesure? Ben, moi, je trouve que c'est un acteur, un comédien extrêmement intéressant parce que, ben, tu sais, parce qu'il se protège. Il est extrêmement sur ses gardes tout le temps. Tu sais, pour moi, le Rosetta Stone de comprendre Sandler, c'est son special de stand-up qui est sur Netflix. Oui, qui est très bon. Où est-ce qu'il s'arrête dans le milieu puis il fait une tourne triste à propos de s'ennuyer de son ami Chris Farley. Ouais. Qui c'est vraiment touchant, étrangement touchant. C'est une bonne chanson, puis il l'a faite à Saturday Night Live. Puis il y a toujours un écran qui diffuse une image de Chris Farley, mais là, comment ils l'ont fait à Saturday Night Live parce qu'ils n'ont pas un amphithéâtre. Il y avait une télé à côté de lui, puis à la fin, l'image qu'ils ont mis de Chris Farley, c'est vraiment comme si les deux se regardaient. C'est pognant comme moment, c'est vraiment fort cette tune-là. Ben, c'est ça. Puis moi, tu sais, quand j'ai vu ça, j'ai fait OK, tout ce que Adam Sandler fait, c'est parce qu'il a peur que ses amis meurent. Tous ces films de merde, que c'est juste lui et ses amis qui vont au Kmart rire du monde, là. C'est pour donner des jobs à ses amis, pour pas que ses amis aient des problèmes, pour pas que ses amis meurent. Parce que ça l'a tellement décrissé que son ami meurt, que là, il est comme, ça va plus jamais arriver. Il dit dans la chanson, il dit, si t'étais encore vivant, on serait dans l'avion en ce moment pour aller tourner Grown Ups 3. Ils en ont fait 2 à date, là, des Grown Ups. C'est ça. Puis là, quand tu vois, quand tu utilises ça pour expliquer, dans le fond, pourquoi les films d'Adam Sandler sont aussi mauvais, pourquoi c'est, lui, puis c'est tourné super flat, il va quelque part, sa femme est belle, puis il rit d'un gars handicapé, puis il tombe ses fesses, puis, whatever, quelqu'un se fait manger de pénis par un onde, genre. C'est parce que c'est parce que c'est low effort. Puis moi, je me disais, comme probablement que si moi j'étais l'ami d'Adam Sandler, je serais tellement content d'être là et de chiller avec mes. Je veux dire, je suis pas plus cave qu'un autre. Là. Mes amis, des fois, on est cave, on fait des affaires caves. On fait pas de mal à personne, mais on est assis là et on niaise, on déconne.
Puis je suis comme, lui, il a trouvé une façon d'être payé, que studio, il donne 85 millions pour déconner avec ses amis. Fait que, tu sais, il va le prendre, c'est normal. Mais après ça, on voit, tu sais, que les rôles dramatiques de Sandler, je pense, sont une véritable expression de lui-même, tu sais. Puis, Meyerowitz Stories, Ouais. de Noah Baumbach, dans les comme 10 premières minutes, il y a une scène où Adam Sandler joue du piano avec sa fille. Il joue une tune qu'il a écrite pour elle quand elle était petite. Puis je me suis mis à brailler au cinéma. Puis là, le film venait juste de commencer, tu sais. Fait que genre, je connaissais pas les personnages, je connaissais pas, tu sais, c'est au début. Puis c'est parce que justement, je pense qu'il y a comme une humilité ou je sais pas, comme une candeur à quand Sandler enlève le bouclier de genre, moi puis mes amis, on va rire de toi. Que j'ai l'impression, puis là, je m'avance, là, j'ai l'impression de le connaître plus que je connais n'importe quel autre comédien. Oui, non, tout à fait. Fait que ça fait pas de lui un comédien particulièrement caméléonique, là, mettons, ils se font pas dans des performances. Là. Non, mais, ben, sauf... On y reviendra, mais en même temps, c'est... Mais, tu sais, en même temps. j'ai tout le temps comme tu sais, je sais pas, genre, je trouve toujours ça très touchant quand il s'ouvre dans un film dramatique. Même, il y en a des hosties de mauvais, là. Men, Women and Children de Jason Reitman, c'est pourri. Okay. Sandler est super bon dedans. Il est super bon, il est super réel et touchant. Et le reste de ce qui l'entoure, c'est de la merde. Spanglish aussi, c'est ça, de James L. Brooks. Funny People. Ouais, ben Funny People, c'est comme un bon film, je pense. Là. C'est long, puis c'est laborieux, mais c'est à la base bon. Mais c'est ça, tu sais, je pense que Punch Drunk Love ou même un que personne parle, Rain Over Me, où est-ce qu'il est triste parce que sa famille sont morts dans l'11 septembre, puis il ressemble à Bob Dylan. C'est pas full bon non plus, mais écoute, tu sais, je veux dire, il fait la job. C'est un bon comédien, je crois. Mais il est souvent utilisé à l'intérieur de ce que le réalisateur perçoit comme ses limites. Puis Uncut Gems, c'est un film où ce que les frères Safdie ont fait, Adam, tu n'as pas de limite. C'est fait tout, là, tu sais. Puis, fait que, tu sais, je trouve que c'est comme... Je me souviens quand la production, quand ils ont annoncé Uncut Gems tout de suite après Good Time, ça allait au début être Jonah Hill qui allait jouer le rôle parce que je pense que Sandler avait un problème, je sais pas, il y avait quelque chose qu'il ne pouvait pas faire, puis il était comme s'il faut qu'on tourne le film, ça va être Jonah Hill à la place. Puis je suis comme une chance que c'est pas ça qui est arrivé. Parce que tu sais, c'est aussi un très bon comédien, comique, dramatique. Mais c'est pas Uncut Gems. Uncut Gems, là, c'est un air exposé. C'est quand t'as mal c'est une rage de dents. C'est comme. Étrangement, ça reste un film, entre guillemets, de Adam Sandler. Tous les codes, sauf ses amis, mais tous les codes d'un film de Adam Sandler sont là pareil. C'est un gars qui est excellent dans quelque chose, que ce soit du football, que ce soit au hockey, au golf. Là, il est bon pour faire du gambling. Il est bon pour faire des paris sportifs. Mais il est juste trop bébé pour réussir son affaire. Ouais. Puis il n'est pas capable de voir le big picture. Il n'est pas capable de se reculer assez pour voir ce qui se passe. Il est tout le temps dans le moment. Puis c'est ça, il agit avec immaturité. La scène, justement, où il va voir The Weeknd, puis là, il se chicane avec sa blonde dans la rue, avec sa grosse chemise rose déchirée. puis là, tu le vois, c'est un enfant, c'est un bébé. Il y a une scène où il pleure, là, I'm so fucked up. Il y a des Kleenex dans le nez, genre. Puis c'est comme, hey, tu sais. Puis il y a une grosse maison en banlieue, puis il y a des enfants, puis un gros char, puis tout. Puis dès que ça chie, il braille, à un moment donné, il est tout nu, il est attaché tout nu ou en bobette dans le coffre de son propre char, puis il appelle sa femme pour qu'elle vienne le sortir. Pendant qu'il y a un show d'enfants, le show des enfants à l'école. Je veux dire, tu verrais ça dans n'importe quel autre film de Adam Sandler quand même. C'est ça qui est fou. De lui qui se met à pleurer comme un gros bébé qui est, tu sais. Tu le verrais pareil quand même dans ses autres films. Mais il y aurait une rédemption quelconque. Il y aurait whatever Nick Nolte qui fait le méchant, puis à la fin, il se fait kicker dans les couilles. Puis
Puis le Sandler, même si c'est pas une bonne personne, a triomphé, tu sais. Oh, oui. Parce que c'est ça, c'est pas écrit avec beaucoup de nuances. Mais Uncut Gems, tu sais, c'est ça. Puis moi, c'est vraiment aussi, je pense juste au niveau réalisation. Comme je te disais, moi, je l'ai vu au plus gros cinéma, là, non, pas le deuxième plus gros théâtre qu'ils utilisent pour faire des films à TIFF. J'étais assis à 3 rangées en arrière de Sandler, puis des frères Safdie, puis de Lucky Stafford, puis de Weeknd. Tout le monde était là, tu sais. Kevin Garnett. Puis... Non, t'es pas à 3 rangées de Kevin Garnett, t'es à une rangée de Kevin Garnett tellement il est grand, les ouais, autres c'est ça. rangées. Mais tu sais, fait que tu sais, évidemment, c'est semi-immersif, là, tu sais, t'es tassé, il y a full de monde au cinéma. Mm-hmm. Puis je pense que j'ai respiré dans la première seconde, puis j'ai expiré 2h20 plus tard, tu sais. Puis après ça, tu sors de là, puis c'est comme, c'est décrissant. J'étais dans la rue à Toronto, puis j'étais juste comme... c'est vraiment anxiogène. Puis moi, j'aime vraiment ça, tu sais. Moi, honnêtement, là, mon expérience de cinéma parfaite, là, celle que je recherche à chaque fois, là, c'est une immersion totale anxiogène. Tu sais, d'être pogné dans un film, puis de ne pas respirer, puis de ne pas penser à d'autres choses. Puis tu sais, ça m'est arrivé ben, ce qui est intéressant, c'est l'autre fois que ça m'est arrivé, c'était Green Room hein, de Jeremy Saulnier. Puis ça, comme Uncut Gems, je l'ai vu 2 fois au cinéma, puis la deuxième fois, c'était pareil que la première fois. Je savais tout ce qui se passait. Ouais. J'étais quand même genre le trou de cul serré, puis genre... la deuxième fois que j'ai vu Uncut Gems, c'était au cinéma moderne, c'était le visionnement de presse, puis c'était quelque chose comme 2 semaines après que je me fasse frapper par un char. J'avais le genou fracturé. Oh boy! C'était la deuxième fois que je sortais de chez nous depuis que j'avais eu l'accident. Puis j'étais tellement hype d'aller voir Uncut Gems, ça n'a aucun sens. Puis c'est ça qui est arrivé. J'avais super mal, j'étais super mal assis parce que j'avais les béquilles et tout. Puis pendant 2h20, j'ai juste cessé d'exister. J'étais dans Uncut Gems. Fait que pour moi, ça, c'est le plus grand honneur qu'un film peut avoir. Là. J'ai l'impression que c'est le genre de film, si t'as mal physiquement, ça devient encore plus trillant de le regarder. Ouais, dans un sens, ouais. C'est comme avoir une otite. Tu sais, quand t'as une otite, ça résonne dans la tête. Uncut Gems, c'est comme une otite un peu. C'est juste comme le film résonne. Tu sais, tu le sens avec tout ton corps. Je trouve que le film réussit l'exploit. Tu sais, quand tu regardes, quand tu connais un peu New York, quand tu connais la géographie de Manhattan, là où ça se passe, ce film-là, le Diamond District, t'es à 3 minutes à pied de Times Square. Mm-hmm. T'es à côté des doutes de 47 ans qui se déguisent en Elmo et en Buzz Lightyear. Là. Plus la grosse goutte toute la journée. Puis en même temps, tu as l'impression, tu sais, c'est un quartier quand même touristique à New York, c'est pas loin de Fifth Avenue, tout ça. Tu as quand même l'impression d'être dans le même New York que Taxi Driver. Mm-hmm. Oui, absolument. On pourra en reparler, mais il y a un autre film de 2019 qui a essayé d'être le New York de Taxi Driver et qui réussit pas, à mon avis, mais les frères Safdie ont réussi à montrer le New York où tu veux jamais aller. Ouais. Mais le New York que tout le tu monde vois, passe. Énormément dans des films. Moi, au Voyeur de vue, à mon podcast, je parle souvent des films suants. Puis le prochain film de quoi on va parler, ça, c'est un film qui est littéralement suant, mais il y a aussi être un film suant dans l'esprit. Puis je pense que, moi, ce que j'adore de ça, les films fin des années 70, début des années 80 qui se passent à New York, des films d'Abel Ferrara, mettons, c'est que ça pue. C'est des films qui puent, qui respirent, qui suintent, puis t'es dedans. Puis Uncut Gems, quand on va à New York maintenant, moi, la première fois que j'étais allé à New York, déjà, c'était peut-être 2006, 2007. C'était déjà plus comme ça. J'ai jamais vécu le New York sale pré-Giuliani. Mais quand tu es dans Uncut Gems, tu te rends compte que ce New York-là, il existe encore, il est juste rendu au 6e étage. Il n'est plus sur le coin de rue. Mais ce monde-là, ils sont encore là. Les magouilleurs, les crasseurs sont dans des cuisines de restaurants. C'est ça. Puis dans des bureaux louches. Juste le bureau dans lequel la bijouterie se trouve, parce qu'il n'y a pas pignon sur rue. Là. Il est dans un genre de building guéri poche au 18e étage, dans une place où tu dois buzzer, puis il y a une caméra. En tout cas, tout ça, là, l'urbanité glauque. J'adore ça dans les films et j'adore ça dans Uncut Gems particulièrement. Ouais. Ton troisième film maintenant, Wake and Fright, 1971 de Ted Kotcheff.
réalisateur canadien à qui on doit Doddy Kravitz. Je ne pourrais pas me souvenir du nom Ouais, complet. The Apprenticeship of Daddy Kravitz. Merci. Il y a aussi il y a un film que je nommerai pas, il reviendra, mais il y a aussi réalisé Weekend at Bernie's, si ça peut le replacer. C'est pas un film sur Ouais, intense, c'est un ouais. film Non. de décrépite. Ça met en vedette Donald Pleasance qu'on a pu voir dans la série des films Halloween jouer Loomis. Ça met aussi en vedette Gary Bond et Chips Rafferty. Je ne connais pas du tout Wake and Fright. Ouais. C'est la première fois que j'entends ce titre-là. C'est la première fois que je prends connaissance de cette œuvre. C'est quoi? C'est quoi Wake and Fright? Donc, c'est un film, tu sais, c'est un des premiers. Il y a un vraiment bon documentaire qui s'appelle Ozploitation. Mhm. Non, Not Quite Hollywood, The Wild Untold Story of Ozploitation. Puis ça parle, dans le fond, de l'Australie, quand l'Australie a voulu se partir une industrie cinématographique propre à elle, comme on a fait au Canada avec l'ONF, plutôt que de faire ça, ils ont fait des films de genre, généralement. C'est beaucoup de films d'horreur, beaucoup de trucs de thriller, puis de films, ce qu'on a fait au Québec, des films de sexe, là, de tombage sexuel dans un gâteau. Le Canada anglais a beaucoup fait ça, des films d'horreur, Cronenberg et compagnie. Là. Ben ça, il y a eu ça un peu plus tard, parce que ça, c'était le CDC, là, c'est quand c'était rendu que tu pouvais mettre ça sur tes impôts, puis tu pouvais pas essentiellement... Le Canada a fait un genre de producers d'eux-mêmes et a mis une clause comme de quoi tu peux essentiellement pas perdre d'argent en mettant de l'argent dans un film canadien. Ouais. Fait que ça a fait beaucoup de marde, là, des films qui existaient juste pour exister. Mais c'est ça, Wild at Heart, c'est comme au début, puis c'est pour ça que Kotcheff était rendu en Australie, parce que lui, dans le fond, c'est un Canadien, mais il travaillait en Angleterre, puis il n'y avait pas de réalisateur essentiellement formé en Australie tant que ça, fait qu'il fallait qu'il aille les chercher ailleurs, comme on a fait quand on a fait tous ces films de marde-là des années 70. Et Wake and Fright, c'est l'histoire d'un professeur d'école là, qui se fait shifter dans une petite ville du Outback qui s'appelle Tibunda. Puis là, quand il veut... Là, c'est les vacances de Noël. Il veut retourner à Sydney voir sa blonde. Et il doit prendre le train pour aller à Tibunda. Puis il se ramasse pogné à une autre place qui s'appelle Bundanyaba. Qu'eux, ils appellent de Yaba. Qui est un vraiment petit village weird là, dans le désert. Où est-ce qu'il se rend compte que c'est une communauté plutôt... je voudrais dire psychotique. Il n'y a comme rien à faire. Le monde, il vire fou d'être tout seul dans le petit village. Il y a un bar, il y a presque juste des hommes dans le village. Tout ce qu'ils font, c'est se saouler, aller à la chasse aux kangourous. Puis là, c'est là qu'ils rencontrent Donald Pleasance, qui est comme le docteur, so to speak, de la ville, qui s'est fait comme chasser de Sydney parce qu'il était trop alcoolique puis il était trop fucked up. Fait que là, il est rendu le docteur de ce petit village-là. Puis c'est un film comme Uncut Gems qui se passe sur une très petite période de temps qui est très immersif, qui est extrêmement... C'est un film où tu as chaud, même s'il fait fret là, quand tu le regardes. Puis, c'est un film, justement, c'est ça, qui fait juste monter la tension constamment, où est-ce que tu vires fou avec le personnage, Puis, mais tu vires fou d'une façon, c'est jamais surnaturel, c'est jamais exagéré, c'est juste un très, très mauvais layover, là, c'est juste, ça va super mal, c'est la pire façon de passer le temps que tu as à passer là. Puis, comme toi, j'avais jamais entendu parler de ce film-là avant qu'il y ait une restauration, parce que ça avait été considéré comme un film perdu pendant des années. Il existait comme une seule copie 35 mm connue, puis elle était dégueulasse, ils ne pouvaient pas la ressortir. Finalement, ils en ont trouvé une dans une archive quelque part, puis en 2010, en 2010, à Fantasia, ils ont passé la version restaurée. Fait que moi, je suis allé voir ça, puis j'aime bien ça, aller voir les films restaurés à Fantasia, parce que je sais, c'est souvent comme sorti de nulle part, puis c'est des films que tu risques de ne jamais revoir dans une salle. Comme la majorité des films de Fantasia, mais tu sais, si t'as loupé ton coup 40 ans auparavant, comme avec Wake and Fright, en n'étant pas vivant, tu peux te reprendre. Puis moi non plus, je connaissais rien de ça. Puis Ted Kotcheff était là, puis il a fait une introduction, puis tout. Puis il est arrivé une situation comme Uncut Gems, dans le sens où dès que c'est commencé, j'ai pris une respiration.
puis j'ai pas respiré du film. Parce que c'est un film, tu sais, c'est pas un film aussi tonitruant et gueulant là, que Uncut Gems, mais c'est un film vraiment, vraiment immersif où est-ce que, tu sais, ça devient de pire en pire, mais de façon tellement naturelle qu'à un moment donné, tu te rends compte, là, je suis pas bien, là, qu'est-ce qui se passe, là? Tu sais, quand ils vont à la chasse aux kangourous, ou ils jouent à des weird jeux, là, tu sais, comme un peu jouer à, tu sais, des jeux pour boire, mais tire des scènes contre le mur, puis lui, il comprend pas, puis là, il est forcé à boire, tu sais, puis qu'à un moment donné, il est sous ben raide, puis il comprend pas où ce qu'il est, puis tu sais, c'est super, c'est pas... Tu sais, de dire que c'est un film de genre, c'est j'imagine, un film d'horreur, parce que ça serait une horreur que ça t'arrive. Mais tu sais, c'est pas un film qui joue dans l'horreur là, en tant que tel, tu sais, avec les codes de l'horreur. Ouais. Mais tu sais, c'est un film que... Puis là, ça fait longtemps que je l'ai réécouté, mais quand je l'ai vu, en premier lieu, je n'étais pas capable d'arrêter d'en parler. J'en parlais à tout le monde, tu sais, puis à ce moment-là, ça avait juste passé à Fantasia. Tu sais, je ne suis pas sûr s'il y avait un Blu-ray ou quelque chose. Fait que c'est un film, tu sais, qui m'obsédait un peu. Tu sais, ça m'obsédait parce que... Puis tu sais, c'est quelque chose qui arrive de moins en moins, d'arriver devant un film puis de savoir rien du tout sur le film. C'est comme presque impossible maintenant. Fait que, tu sais, quand ça arrive, c'est incroyable. Ça m'arrivait entre 2010 et 2012, donc à la même période que j'ai vu Wake and Fright, il y avait sur le boulevard Saint-Laurent à Montréal un cinéma qui s'appelait Blue Sunshine. Okay. Je sais pas si tu connais ça. Pas du tout. C'était comme à la hauteur du beefsteak, là, tu sais, comme fait au sud de Des-Pins, dans un loft. Puis c'était deux personnes qui sont maintenant mes amis, David Bertrand et Keila Janis, qui, eux, avaient comme un background, justement, de travailler pour des festivals. Les deux ont travaillé pour Fantasia par la suite. Ça. Puis, il avait loué un loft, puis il avait mis un cinéma là-dedans, puis il passait des films en 16 mm, jeudi, vendredi, samedi. Puis, tu sais, puis ça, tu sais, je voulais en parler parce que même si ça n'a rien vraiment à voir avec Weekend Fright, c'était dans cette période-là de ma vie où est-ce que ça a vraiment été important pour moi là, dans mon développement de cinéphile parce qu'à tous les. J'y allais au moins une fois par semaine, souvent deux. Je me lançais dans le vide. Je savais pas je voyais qu'est-ce qu'on allait voir. Jamais je savais c'était quoi le film. Puis j'ai vu des films là-bas où comme un film qui s'appelle Payday avec Rip Torn là, qui vient de mourir. Là, où est-ce que Rip Torn joue un chanteur de country là, totalement défoncé, un peu. Tu vas voir qu'est-ce que j'aime, moi, c'est les films qui se passent sur un court laps de temps avec du monde complètement défoncé. Qui est complètement défoncé, hors de contrôle. Il fait il cale du whisky puis il décrit tout. Puis, je pense que c'est vraiment important dans la vie, si tu es cinéphile, de te donner des expériences comme ça, de te mettre dans des situations où est-ce que tu as cette expérience-là. Puis, ça va pas toujours. Des fois, des films, tu sais pas c'est quoi, tu le regardes, c'est ordinaire. Oui, mais des fois, c'est d'être surpris. Puis, c'est de se mettre en danger, en fait. C'est ça. Puis, tu sais, je pense que c'est ça. Wake and Fright, tu te mets en danger figurativement. Je me mettais en danger figurativement parce que je savais pas c'était quoi. Puis, tu te sens en danger, littéralement, quand tu le regardes, que c'est un film qui respire et qui transpire le danger. Ouais. C'est comme... C'est très rushant comme film. Puis tu sais, c'est pas... Je dirais pas que c'est comme super violent, mais c'est glauque. Là, c'est vraiment pas le fun. Ouais. C'est un film, justement, là, ça fait quelques années que je l'ai pas vu, puis j'y pense quand même souvent. C'est ça, c'est intéressant, cette prémisse-là de quelqu'un qui arrive dans un village, puis il y a des gens qui s'arrangent pour lui faire vivre un cauchemar, parce que Ted Kotcheff, 10-11 ans plus tard, fait sensiblement un film avec une prémisse semblable, qui est First Blood, le premier Rambo, avec Sylvester Stallone. J'ai pas vu Wake and Fright, donc tu me le diras, mais est-ce que, en quelque part, Wake and Fright, c'est un peu le laboratoire de Rambo ou pas du tout? Ben oui, je pense que oui. Je pense que ça joue dans les mêmes... c'est dans les mêmes cordes. Je pense que le ton est assez différent. Juste, Wake and Fright est extrêmement un film des années 70, puis Rambo est extrêmement un film des années 80. Fait que, même si le First Blood, le premier, on l'oublie parce que des fois, on le mêle avec les autres, et c'est plutôt un film psychologique, là, plus qu'une affaire où
il mitraille 45 dudes puis il fait exploser des hélicoptères. Ouais, c'est pas un film où est-ce que Rambo retourne au Vietnam pour se venger. Là. Ouais, ou comme là maintenant, j'ai pas vu le dernier, mais l'autre d'avant, tu sais, juste Rambo de 2008, là, Ouais. où comme il y a des flèches qui explosent, là, il fait exploser du monde. C'est pas ça qui arrive. Puis, mais je pense que si vous avez vu First Blood puis vous appréciez le ton puis le suspense, tout ça, qu'est-ce qu'il y a dans First Blood, Wake and Fright, c'est ça aussi. Là. Mais avec justement, puis aussi, ça se passe dans l'outback australien, comme on dirait que la pellicule est sur le bord de fondre. C'est un film là, qui a chaud. Là, c'est un film qui a chaud. Puis je pense que c'est j'ai vu comme quand même pas mal de films australiens de cette période. Il y en avait d'ailleurs sur Criterion jusqu'à tout récemment. Il y avait comme un programme de Australian New Wave. OK. Puis, en général, je te dirais que l'Australie, dans ce temps-là, a beaucoup... ça parle beaucoup... c'est beaucoup en dialogue avec les films américains des années 70 de crimes. Là, pas nécessairement le parrain, mais The Friends of Eddie Coyle ou The Friend Connection, des choses comme ça. Ouais. C'est beaucoup là-dedans. Là, du monde là, qui vont buter leur frère pour 12 000 $ puis des shit de même. Là. Fait que, en tout cas, moi, encore là, ça me parle là, de la racaille de bas niveau. Là. Pas des parrains, j'aime ça, mais moi, là, 15 coches plus bas, là, le gars qui poignarde son ami parce que il peut faire 800$ puis prendre l'autobus pour se sauver. Là. C'est ça qui me parle. Fait que, Wake and Fright, c'est ça. Là. C'est des enjeux très minimes, mais c'est tout. Comme dans Uncut Gems. C'est comme... Parfait. On va faire une petite pause là-dessus. Et au retour, on va se rendre compte que justement la violence et les troubles que vive le Joker de Joaquin Phoenix pâlissent bien fort en comparaison du western punk qui est Straight to Hell. Je profite de ce moment pour vous dire que On Jase de Film est disponible sur Patreon au www.patreon.com/On Jase de Film. Vous y retrouverez le podcast L'Armoire à cassette où je jase avec ma sœur Geneviève des nombreux films qui ont marqué notre enfance, ainsi que le podcast Amour et Flamèche où je fais découvrir, pour le meilleur et pour le pire, les films de l'univers Marvel à ma meilleure amie Camille. Parlant de Patreon, j'aimerais maintenant remercier les membres suivants. Daria Desjardins, Gabriel Bordelot, Jen Saint-Cyr, Guillaume Ruet, Jadosaurus, John Vanas, Tout simplement Joe, Zachary Cyr, Bellec, ainsi que Eric Biron. Pour vous abonner, www.patreon.com/On Jase de Film. En terminant, si vous avez 2 petites minutes, vous pouvez laisser 5 étoiles sur iTunes, vous abonner sur la chaîne YouTube de l'émission et, bien entendu, sur Facebook et Instagram, m'envoyer votre liste de films. J'aime toujours jaser de films avec vous. De retour en jase de films avec mon invité Alex Rose, avec qui, en première partie, on a jasé des films Wake and Fright, Dazed and Confused et Uncut Gems. Le film que tu détestes, c'est une détestation partagée, c'est Joker 2019 de Todd Phillips. Oui. Les auditeurs du début vont me dire « Ouais, t'en as déjà parlé avec Samuel Archibald, c'est correct, j'ai ce film assez pour pouvoir en reparler une deuxième fois. C'est mon podcast, si vous avez aimé Joker, vous pouvez skipper à un certain temps. » Ben, tu sais, je dirais que je déteste pas Joker, tu sais. Mais de tous les films qui ont été aimés, qui ont gagné des prix, il y en a souvent que j'aime pas non plus, tu sais. Ouais. Mais je comprends toujours qu'il y a quelque chose là, tu sais. Tandis que moi, Joker, on dirait que l'adulation de Joker me passe 10 000 pieds par-dessus. Je comprends pas. C'est ça que je comprends pas, dans le fond. Tu sais, c'est pas... Je dirais pas que Joker, c'est de l'hostie de merde, ou tu sais, qu'il n'y a rien de bon dedans. Sauf que je le regarde, puis je fais, OK, ouais, tu sais, c'est ce que c'est. Puis là, je me vire, puis tout le monde est comme, quel portrait de la folie. Tu te demandes, c'est moi qui a manqué quelque chose. Ben, c'est ça. Puis, tu sais, je l'ai vu 2 fois à cause de ça. Fait que, tu sais, pour revenir sur l'histoire, là, j'ai vu Joker la même semaine que j'ai vu Uncut Gems. Ouais, c'est sûr que... Puis, tu sais, la première fois. Puis, tu sais, c'était... Fait que, c'est à Berlin que ça a gagné? Ouais, l'ours d'argent à Berlin. L'ours, ouais, exact.
Puis Berlin, ça overlap avec Toronto. Fait que le dernier jour de Berlin, c'est comme la deuxième journée de TIFF, quelque chose comme ça. Ouais. Fait que tu sais, il y avait déjà du buzz de Joker, tu sais, qu'on n'était pas sûr. Puis tout le monde en parle un peu comment, ouais, Joker, ça s'en vient. Ça a joué à Berlin, ça a tout gagné. Puis là, tout le monde à Toronto, tu sais, c'était palpable. Là. Tu fais la file pour un film, puis là, tu parles à du monde que tu connais pas. Mm-hmm. Puis là, tu te dis, t'étais-tu à Berlin, t'as-tu vu Joker, t'as-tu ci, tout ça, tu sais. Puis mon intérêt a grimpé en flèche quand ça a gagné. Ben parce que là, j'étais comme Chris, OK, peut-être que genre, ça sera pas la chose qu'on pense que c'est, tu sais, parce que, tu sais, moi, ça devient immédiatement suspect quand quelqu'un est comme c'est psychologique, c'est not your daddy's Joker, c'est pas qu'est-ce que vous pensez que ça va être, tu sais. Mm-hmm. Puis, mais là, j'étais comme, ben, ça, tu sais, Berlin, c'est pas. Non, c'est pas. Des fois, il y a des affaires wack qui gagnent d'autres festivals, mais tu sais, d'habitude, Berlin, ça va quand même relativement bien. C'est pas comme. Tu sais, mettons, à Sundance, qu'est-ce qui gagne? C'est souvent qu'est-ce qui fait le plus de plaisir à le plus de gens possible. Là, puis à Toronto, c'est ça, c'est un vote populaire. Fait que, tu t'attends à ce qu'à Toronto, ça soit Green Book qui gagne parce que c'est pas un jury qui décide. Ben non, c'est ça. Fait que je suis rentré, je l'ai vu, c'est ça, à Toronto. Puis je suis sorti de là, puis j'étais comme, OK, ça va faire un genre de pète mouillée là, quand ça va sortir. D'après moi, c'est comme, tu sais, je trouve que, ben, tu sais, là, pour le dire, je trouve que ça calque énormément sur Taxi Driver et sur King of Comedy. Tu sais, puis plus, des éléments d'histoire de King of Comedy, plus le style puis le ton vient plus de Taxi Driver. Ouais. Puis, pour moi, c'est comme... C'est comme un meme de la princesse Léa avec du maquillage de Ziggy Stardust, tu sais, genre. oui. Tu sais, ou tu sais, comme Yoda avec peinturé en kiss, tu sais, c'est comme... C'est pas parce que tu mets ces deux choses-là ensemble que ça marche. Que ça veut dire quelque chose. Ouais. Puis c'est un peu ça pour moi. Je trouve que les qualités plastiques de Joker sont vraiment bonnes. C'est un beau film. La musique est vraiment bonne. Là. Je ne pourrais pas prononcer son nom, mais une violoncelliste islandaise là, qui fait de la musique actuelle vraiment fuckée. J'écouterais peut-être pas la bande sonore de Joker tout seul de même parce que c'est comme... je virerais Joker totalement coucou, genre, tu sais. Mais tu sais, je trouve que c'est un beau film. Je trouve que Joaquin Phoenix fait des choses intéressantes. Mais tu sais, le problème aussi, c'est que tu viens de le dire, Joaquin Phoenix fait des choses intéressantes, mais les acteurs autour de lui, tu peux mettre des panneaux en carton. C'est clair. Zazie Mark Maron qui est là pour on sait pas quoi. Brett Cullen qui est là parce que Alec Baldwin n'a pas voulu reprendre son rôle de Donald Trump pour jouer Papa Wayne. Ouais. Mais tu sais, ces gens-là sont là, puis ils amènent très peu de choses, autant dans leur jeu que dans ce qu'ils doivent incarner. Ben puis c'est là que moi, je trouve que, c'est là que je catch pas, tu sais. Moi, c'est tout en surface, Joker. C'est de la parure. Puis, je vais te le donner, là, je vais vous accorder ça. C'est de la belle parure. C'est un beau film, tu sais. Comme, je peux absolument comprendre, mettons, de style... mettons, dans un bar, tu fais ton DJ night, tu passes Joker, tu sais, le monde va regarder, c'est attrayant pour l'œil. Mais moi, je trouve qu'il n'y a aucune substance là-dedans. Puis toute la substance vient justement d'une transposition par rapport de ce qu'on sait du Joker. Comme je te dis, c'est Yoda avec du maquillage de Kiss. C'est comme What if le Joker était Travis Bickle? C'est comme, ben ouais. Ça se fait, ça. Mais là, c'est une bonne idée. C'est très bien, bravo. Mais tu sais, c'est un peu l'affaire que je dis, quand Steven Soderbergh fait un film ordinaire, tu sais, je suis tout le temps comme, je suis content de l'avoir vu, mais il fallait le faire pour voir que ça se fait pas, dans le fond. Parce que Steven Soderbergh, il fait des expériences. Il filme un thriller d'horreur avec un iPhone, puis il fait un film que ci, que ça. Puis des fois, The Good German, je vais faire un film qui ça va être comme dans les années 40. Puis là, tu le regardes, tu fais, c'est zéro venu me chercher, mais. Ouais, mais. Fallu qu'on le fasse pour que je sache que ça vient pas chercher. Puis le Joker, c'est ça un peu. Je pense que je ne méprise pas les gens qui aiment ça. Puis, je peux comprendre aussi que dans un trip esthétique,
S'il y a du monde pour qui c'est plus ça, là, le cinéma aussi, Mhm. fine. Mais pour moi, c'est de la parure, c'est du toc, là, c'est en carton. Ouais. Puis, je suis retourné le voir. Je suis revenu de TIFF. J'ai dit à tout le monde que je trouvais que Joker, c'était de la merde. Je suis retourné le voir au visionnement de 13, qui était comme quelques semaines après. Encore pas aimé ça. Mhm. Fait que là, je me suis dit, j'ai donné une chance. Je me suis sorti un peu aussi du hype. Des fois, voir un film dans le festival, c'est pas idéal. Tu vois 5, des fois 6 films d'une journée. Ouais. Tu rencontres Anakin, puis après ça, il faut que tu regardes un film, puis tu fais ça, ouais, c'est 6 sur 10. C'est pas toujours idéal. Mhm. Je l'ai réécouté, puis encore, j'avais l'impression un peu d'une peinture par numéro. Mhm. Ah oui, non, c'est ça. C'est ça. Puis, je sais pas, moi, émotionnellement puis intellectuellement, Joker a rien. Pour moi, il n'y a rien qui se passe. Là, mais je trouve quand même que c'est un beau film, puis ça me surprend. En même temps, j'allais dire Todd Phillips il fait de la merde, mais j'aime vraiment War Dogs, qui est comme juste un rip-off de Goodfellas, encore juste du Scorsese, Ouais. mais avec un peu plus, avec un peu moins de prétention de venir nous dire que ça comprend, que ça nous dit des choses à propos de la société. Là, Ouais. mais encore là, ces choses-là ne sont pas nécessairement contenues dans le film. Le personnage du Joker est super chargé sans que Joker de Todd Phillips existe. Là, Mhm. Le monde met beaucoup sur le Joker, le monde a beaucoup d'attentes ou whatever. Il le voit un peu comme une clé qui va déchiffrer les choses, là, tandis que, je veux dire, quand tu le vois comme une clé qui déchiffre les maladies de la société, tu ne penses pas au Joker de César Romero, là, qui a Non. peinturé par-dessus sa moustache. mais mais c'est ça, je pense que, honnêtement, c'est ça. C'est plus que c'est un film qui me déçoit énormément. Mhm. Ouais. J'aurais aimé embarquer dans la vibe avec les autres. J'aurais aimé que ce soit autre chose, que ça amène plus loin. J'aurais aimé. Mon problème avec le film, c'est quand j'ai vu que dès le départ, il n'y avait pas l'air d'avoir du fun à commettre ses crimes puis à faire souffrir. Puis ça a été mon premier problème avec mon premier gros problème avec le film. J'ai fait non, il ne traite pas. C'est pas un plaisir qu'il découvre de un gun, ça tire Ouais. du monde, puis ça fait des trous dans la tête. Puis la personne elle est morte. Intéressant. Ce que j'aime pas, c'est que c'est un personnage qui est toujours en réaction à quelque chose, qui est jamais en décision jusqu'à la toute fin, quand là, il commet un geste irréparable de son propre gré, mais avant ça, il n'y a pas de. C'est ça, c'est. Ouais. Hey, v'là un coup. Ah non, un coup. Ben là, il faut que je fasse de quoi. Ben, puis puis même, je veux dire, si tu le compares à Travis Bickle. Travis Bickle, il est dans un genre de délire religieux, là, dans un sens. Là. Lui, il veut protéger Iris. Oui, il pense qu'il fait le bien parce que lui, il voit la pourriture autour de lui. Puis comment il agit à la fin de Taxi Driver, c'est pas pour son propre bénéfice. Il est un peu comme. C'est Scorsese, fait que c'est un enfant catholique. Là, lui, il se voit comme un martyr, dans un sens. Il fait ça pour être le martyr. Mais le Joker, je sais pas pourquoi il fait ça, parce que le monde ne sont pas fins avec lui. Ça a beaucoup plus à voir avec Falling Down, là, l'enragé. Oui. Il y a un autre film que tout le monde aime. Ça aurait pu être aussi mon choix. Là, un film que tout le monde aime, que je suis comme. Je comprends, c'est cathartique. Là. C'est un film dans lequel tu fais passer tes frustrations, mais là, j'ai comme compris tout de suite au début, puis ça ne semble pas cesser. Il semble avoir tout un autre film après ça. En fait, Falling Down, c'est le meilleur film de GTA. Ouais. C'est vrai. C'est GTA de movie. C'est point A, t'as un bat de baseball. Point B, tu vas avoir un petit fusil. Point C, un AK-47, puis tu finis avec un bazooka. C'est la construction précisément.
Précisément. Ouais. Mais effectivement, j'aurais aimé embarquer dans un film comme Joker. Puis tu sais, c'est correct les gens qui ont aimé ça. Tu sais, il y en a peut-être pour qui c'est leur première confrontation à un film qui veut aller dans ces zones-là. Tu sais, je suis sûr qu'il y en a beaucoup qui n'ont pas vu les Taxi Drivers et les King of Comedy de ce monde avant d'aller voir ça. C'est sûr que. Mais il y a plein de monde que oui aussi. T'as-tu déjà Oui. eu, je me souviens pas, j'ai pas ta liste de tes invités, t'as-tu déjà eu le scénariste Eric Kamala Boulian Non, pas à ton encore. show? OK. Parce que lui, il adore Joker, puis il adore aussi Malcolm and Mary. Deux films qui me tapent ses nerfs, esti, comme ça se peut pas. Puis, mais moi, je respecte énormément Eric. Je sais qu'il c'est pas un deux de pique, qu'il est pas comme. Fait que, tu sais, lui, il a tiré quelque chose de ça que. Tu sais, ma blonde adore Joker aussi, puis elle n'est pas dans le champ d'adorer ça. Non, Je pense que non. personne n'a tort d'aimer un film. Mais moi, personnellement, ce que j'en retire, c'est très peu. Oui, c'est ça. Ouais, je sais j'ai pas. le même sentiment. Fait que, tu sais, puis après ça, ça peut arriver. Je pense que même si il y a plein de monde qui ont vu plein de films et qui trouvent que Joker, c'est bon aussi. Je sais pas. Je pense que ça vient vraiment. Tu sais, je parle souvent de ça parce que là, tu vois, moi, j'ai plein de disques, j'écoute beaucoup de musique, tu sais, puis ce que mon père dit pour décrire de la musique qu'il n'aime pas, il va jamais dire que c'est pas bon ou qu'il n'aime pas ça, il va dire « je l'entends pas ». Ah, c'est bien dit. Quand il parle de YouTube spécifiquement, il dit « YouTube, tout le monde aime ça, mais moi, je l'entends pas ». Ouais. Je l'écoute, puis je fais, je sais pas, c'est comme je pourrais écouter rien du tout. Joker, je l'entends pas. Ouais. Il est là, je le vois, je perçois ses qualités plastiques, puis je suis comme, ah, OK, mais je l'entends pas. Puis c'est un peu comme de la. C'est comme, il y a plusieurs bands, là, mettons, comme moi, Radiohead, je l'entends pas. Ou Tool, je l'entends pas. Puis Joker, c'est un peu comme ça. Il y a plein de monde bien intelligent qui aime ça, Joker, mais. Ben oui, puis qui vont le défendre. Qui aiment Radiohead, mais pas moi. Oui, puis je suis sûr qu'il y a des gens qui adorent Joker qui pourraient venir nous voir en disant vous avez tort pour telle raison de détruire tous nos arguments, puis ça serait autant valide. Ouais. Ben, ça serait valide. Ouais, mais ça veut pas dire que je suis d'accord. Mais c'est ça, ça veut pas dire que ça va me faire changer d'idée non plus. C'est ça. Puis, fait que je veux pas, là, c'est sûr que c'est un peu étrange de venir défendre le film que j'ai en disant écoute, vous avez le droit d'aimer ça. Mais parce que je pense que c'est ça aussi là, la nuance importante, je pense, quand on parle. Moi, ça m'arrive souvent, vu que je suis critique de cinéma, les gens viennent me parler, puis là, ils font ah, hier, on a regardé. Puis là, ils vont dire un film que j'aime. Ils vont dire, mettons, on a regardé Uncut Gems. Ouais. C'est mauvais, ça. C'est donc bien mauvais. Là, ils veulent que moi, je fasse ça. Ouais, c'est mauvais aussi. Ouais. Là, je me trouve dans une situation que je dois faire. Ah, ben non, en fait, moi, je trouve ça fucking bon. Puis là, dis pourquoi, explique-moi ça, tu sais. Puis, je me souviens, celui-là que ça arrive tout le temps, c'est Spring Breakers. Spring Breakers, je trouve ça Spring Breakers. Vraiment bon, mais c'est deuxième niveau. Si tu prends Spring Breakers au premier niveau, c'est comme se des filles en bikini, puis là, ils ont des passe-montagnes sur la tête, puis je sais pas trop là. James Franco, oui. C'est ça. Mais tu sais, puis si c'est ça que tu as retiré de ça, puis ça t'intéresse pas d'aller au deuxième degré ou tu l'entends pas, je suis pas là pour te convaincre autrement. Si c'est ça que tu... Fait que je pense que, tu sais, Joker... Si Joker, c'est ton Spring Breakers, puis il y a un deuxième niveau que moi, j'ai pas compris, mais en tout cas, au premier niveau, Joker, je trouve ça assez de base. Complètement. On va conclure avec ton troisième film, qui est ton plaisir coupable, qui est un film que j'apprécie beaucoup aussi. C'est Straight to Hell, film de 1987 de Alex Cox, qui met en vedette Cy Richardson, Joe Strummer, qui était le chanteur des Clash. Dick Rude, qui lui, était-tu dans Clash ou dans Sex Pistols, Dick Rude? Non, Dick Rude, c'est un acteur. Là. Il n'était pas dans un band. Non, c'est vrai. Il y a quand même un nom de chanteur punk. Ouais, c'est vrai. Les années 70. Dick Rude, ça s'invente pas. Il était adjacent. Il réalisait des vidéoclips. Ah, c'est ça, ok. Ça met aussi en vedette Courtney Love et une petite apparition d'Elvis Costello. Oui. C'est un film improbable. C'est un film que... Voyons donc que ça existe, puis c'est triste de dire que des films de même se font à peu près plus ou plus du tout aujourd'hui. C'est un western punk
C'est un film punk western de série B ultra violent. C'est quoi Straight to Hell? Ben, Straight to Hell, c'est un film de Alex Cox. Alex Cox qui était connu à ce moment-là pour deux films, Repo Man et Sid and Nancy, qui sont deux films quand même, tu sais, peut-être les deux films punk qui ont le plus pogné dans le mainstream. Là, tu sais. Puis, lui, il s'était lié d'amitié, évidemment, avec Joe Strummer, puis avec des musiciens punk et tout ça, les Pogues, par ailleurs. Et Joe Strummer était vraiment comme concerné par la cause, là, la guerre civile, puis tout ça, les Sandinistas, puis tout ça, au Nicaragua. Et il voulait faire une tournée, qu'il allait faire un concert, puis un documentaire avec la tournée, avec les bandes, tout ça, puis ça a chié parce que il y avait trop c'était trop dangereux au Nicaragua. Fait qu'à la place, il a dit, ben là, vu que genre eux autres, ils se sont fait de la place dans leur horaire pour faire la tournée, puis le film, tout ça, puis j'ai de l'argent, on va aller faire un western spaghetti en Espagne. Pourquoi pas? Fait que là c'est ça. Fait que tu sais, c'est un film. Par où commencer? Tu sais, l'histoire, grosso modo, c'est qu'il y a trois tueurs à gages, dans le fond, qui se sauvent de Los Angeles parce qu'ils ont loupé de tuer quelqu'un. Donc, Dick Rude, Cy Richardson et Joe Strummer. Ils ont aussi une femme enceinte avec eux, jouée par Courtney Love. Oui. Et ils vont se cacher dans un village qui au Mexique, qui est supposé en fait, c'est en Espagne, mais c'est au Mexique. Et le village est absolument sous le contrôle de la famille McMahon, qui est jouée par le band de punk celtique de Pogues, qui sortent une petite gang de Soulons, en général. Puis là, je pense que laissé seul dans le désert à train de faire un film, ça allait pas bien. Ouais. C'est pas clair si le village western où est-ce qu'ils vont est en 87 ou en 1887. Ouais, c'est ça. Ils sont habillés comme en mariachi. Là, Ouais, ils sont accros au café. Ils font juste tout le temps boire du café. Puis, tu sais, c'est ça. Là, ils haïssent, là, genre, ils haïssent qu'il y ait des nouveaux qui sont arrivés. Je sais pas trop. Puis là, à un moment donné, Dennis Hopper puis Grace Jones arrivent avec une mallette pleine... Pardon, mallette pleine de guns. Il y a Jim Jarmusch dedans aussi, évidemment. Oui. Puis là, c'est ça, ça devient une tuerie sans fin. La dernière demi-heure du film est essentiellement un shoot-out compliqué de monde dans un village western, composé presque entièrement de musiciens. Oui. Le majordome pouilleux, c'est Elvis Costello. Puis Elvis Costello qui était à ce moment-là marié avec la bassiste des Pogues, Kate O'Riordan. Okay. Ce qui explique sa présence dans le film. Qui produisait les disques des Pogues aussi, mais... Puis les Pogues, en tout cas... Fait que, là, pour résumer pourquoi moi j'aime ce film-là, c'est qu'il y a tout ce que j'aime dedans. Premièrement, moi, je suis un grand fan des Clash, des Pogues, d'Elvis Costello, de ce genre de musique-là, de Jim Jarmusch, de cette contre-culture fin des années 70, début 80. Ouais. Punk, mais pas juste punk, comme adjacent punk, où ce qu'on commençait à mettre de la musique world quand le Clash reggae, commençait. C'est ça. Du ska aussi. Là. Exact. Contre vents et marées. Ça, j'aime vraiment ça. Puis, comme mettons, je te dirais que dans Straight to Hell, il y a 5 personnes que je considère comme des héros pour moi. Donc, Joe Strummer, Shane McGowan, Elvis Costello, Dennis Hopper et Jim Jarmusch. Et pour moi, ça représente, fait que plus jeune, t'entends parler, justement, pour faire un loop, là, quand j'habitais au Saguenay, j'entendais parler des films que des rockstars ont fait. Ouais. Comme, mettons, Human Highway de Neil Young ou 200 Motels de Frank Zappa. Ouais. Des films qui étaient introuvables à cette époque-là parce que c'était difficile d'avoir une sortie à cause des droits reliés à la musique et ainsi de suite. Puis, finalement, quand je les voyais, ben, c'était ce que c'était du gros crise de niaisage, de monde drogué qui exploite la contre-culture pour faire des niaiseries. Puis Ringo Starr habillé en nonne qui se fait taper les fesses. Pas Ringo Starr, Keith Moon qui se fait taper les fesses habillé en nonne, des affaires de même. Puis,
Straight to Hell, pour moi, c'est la version parfaite de cette chose-là. C'est-à-dire un film de contre-culture très libre, très niaiseux, assez décousu, où est-ce que tu vois que les gens ont du fun. C'est un peu une crosse, dans le sens que c'est un peu comme on va prendre cet argent-là pour se faire du fun, parce que on n'est pas sûr que quelqu'un va vouloir voir ce film nécessairement. Ouais, donc, comme Adam Sandler avec ses 85 millions exact. pour faire Grown Up suite. Exact. Puis, tu sais, Straight to Hell aussi, il y a des esthétiques de spaghetti western que je trouve vraiment cool. J'aime vraiment ça. Encore là, comme j'aime ça, le désert, puis le suintage, puis les affaires qui puent, puis des vieux murs en briques tout décrissés. Puis, j'aime la musique parce que sur la bande sonore, évidemment, il y a des tunes de The Pogues, il y a des tunes de Joe Strummer, il y a quelques autres affaires. Il y a un gars des Circle Jerks, là, Xander Schloss, qui est dedans aussi. C'est lui qui chante une petite chanson à propos des hot dogs. Ben oui. Salsa et ketchup. Puis, tu sais, je pense que la première fois que je l'ai vu, je me souviens que j'ai vu ce film-là. Je suis venu pour genre la fin de semaine, ou je sais pas trop, passer une semaine à Montréal avec ma grand-mère. J'avais 15 ans, mettons. Mm-hmm. Puis là, j'ai dit à ma grand-mère, je veux aller à la boîte noire, mais il faut que tu viennes avec moi parce que genre, j'ai pas d'adresse à Montréal, je peux pas me faire un compte. Fait que là, c'est fait un compte, puis j'ai loué Straight to Hell. Puis j'ai écouté ça avec ma grand-mère sur mon divan. Je comprends rien, tabarnak. Fait qu'elle est partie. Puis j'étais comme, wow, tu sais, ça se peut, ça. Ouais. Tu peux faire ça. Même feeling. Tu sais, puis je me souviens de l'avoir montré à un de mes amis, mon ami Dan, avec qui je faisais un podcast il y a vraiment longtemps. Il y a comme 10 ans. Puis lui, il a dit, tu sais, sur papier, si tu me décris c'est quoi un film de Quentin Tarantino, c'est ça que j'imagine. Pas les films de Quentin Tarantino. Tu sais, il y a une liberté de venir chercher, de venir puiser partout, puis de tout crisser, puis de faire des jokes niaiseuses avec des scènes dramatiques, puis tout ça, tu sais. Puis je pense que c'est pour ça que je l'ai mis dans les plaisirs coupables. Je pense que pour plein de monde qui nous écoute en ce moment, pour qui, tu sais, Joe Strummer, ça veut rien dire, puis Dennis Hopper, ça veut rien dire, probablement que c'est de l'impénétrable marde. Tu regardes ça, puis tu es comme, hey, je comprends rien. Là, c'est comme le film de Tom DeLonge à propos des aliens. Là, comme du gars de Blink-182, il a fait un documentaire sur comment les aliens existent, puis c'est comme son band, Angels and Airwaves, qui fait comme la musique, ou je sais pas trop. Puis, ça, il y a du monde que pour eux autres, ça fait longtemps qu'ils écoutent cette musique-là, puis qui sont dans ces théories weird d'aliens. Ils regardent ça, puis ils font, ouais, c'est hot, c'est une expression pure de Tom. Ouais. Tandis que moi, je regarde ça, puis je suis comme. Ça, c'est ça que les gens que moi, je respecte, qui leur musique, leur film, me parlent. C'est ça qu'ils font si tu leur laisses faire quoi que ce soit. Puis, j'étais vraiment down. Mais en même temps, il y a plein d'affaires. Il y a un film que j'ai vu à la Cinémathèque juste avant le début de la pandémie qui s'appelle Candy Mountain. C'est un film québécois, canadien, excuse, de 1987, donc la même année que ça. Réalisé par Robert Frank, qui était un grand documentariste. Là. Je pense que son film le plus connu, c'est Cocksucker Blues, qui est un film sur les Rolling Stones qui a été banni pendant genre 30 ans parce que les Rolling Stones, je pense que dedans, Keith Richards fait de l'héroïne, genre sur la on-camera. Puis tu sais, Candy Mountain, ça faisait longtemps que je voulais voir ça. Là. Dedans, il y a Tom Waits, il y a Joe Strummer, il y a Dr. John, il y a Arthur Lindsay, Mary Margaret O'Hara, David Johansen des New York Dolls. Encore une affaire de même un peu de contre-culture, de tout ça. Puis je suis allé le voir à Cinémathèque, puis j'étais comme, ça, c'est pas ça que je voulais. C'est pas ça que j'imaginais. Là, genre. Fait que tu sais, l'idée aussi que c'est extrêmement aléatoire quand tu fais un film comme ça, tu sais. Quand tu laisses libre cours à l'expression, puis tout le monde improvise un peu, tu sais. Human Highway de Neil Young, c'est un peu la même affaire aussi. Il y a Devo dedans, puis Dennis Hopper est dedans aussi. Straight to Hell, c'est juste que ça tombe parfaitement dans mes tales sur toute la ligne. Je trouve ça drôle, je trouve ça le fun. Il y a une grande liberté dedans qui vient me chercher, que ça n'a pas l'air de juste être du zigonnage, mais en même temps, c'est exactement ce que c'est. Ouais. Il y a un plan dans Straight to Hell que j'ai fait à l'époque où j'avais des rêves de faire des films. Puis c'était.
si ce rêve-là c'était concrétisé, je pense que j'aurais fait des films dans le style Straight to Hell. C'était ça ça qui m'attire, mais tu sais, ça se peut plus aujourd'hui parce que c'est pas assez léché, c'est pas assez beau, c'est pas. Puis, mais il y a un plan que j'adore, puis c'est toute la gang à Joe Strummer et compagnie qui refont un peu la dernière scène de Jésus avec ses apôtres. Ils sont tous autour d'une table, c'est super beau, puis tu as un travelling arrière. Puis ils chantent une toune, c'est ça? Ils chantent une toune, puis tu commences à voir les rails, le dolly de la caméra. Puis j'ai fait, ah, on peut faire ça, on peut voir l'équipement. Ouais. J'étais jeune quand je l'ai vu, tu sais, je devais avoir ça, à peu près 16-17 ans, puis j'ai fait, ah, on a le droit de montrer la technique. J'ai fait, ça c'est être libre. Bon, on a le droit de faire n'importe quoi. Il y a une scène où Shane McGowan, qui joue un des frères, qui est le chanteur des Pogues, si vous allez googler à la maison Shane McGowan, si vous ne savez pas de quoi il a l'air, il n'y a essentiellement pas de dents. C'est un grand roux pas de dents qui a des graves problèmes d'intoxication depuis 1985. Puis il rit comme ça. Il n'y a pas de dents. Puis il y a une scène où tout ce que tu entends, c'est ça. C'est comme une scène d'invasion. Là. Quelqu'un rentre, essaie d'attaquer quelqu'un, puis tu entends juste. Puis, tu sais, tu peux faire ça. Tu peux faire ça. Moi, c'est vraiment ça. C'est l'idée que tout se peut dans ce film-là. T'sais. Puis en même temps, ça se tient. Parce que, tu sais, comme je te dis, 200 Motels ou la majorité des films plus hippies dans cette veine-là sont très, très décousus. Sont ils sont beaucoup dans le. On fait ça parce qu'on n'est pas supposé faire ça plutôt qu'on fait ça parce qu'on veut faire ça. Ouais. Tu sais, que l'establishment va trouver ça bizarre que, genre, j'arrête pas de. Tu sais, que. Whatever, je suis peinturé en brun puis je me tape les fesses avec une raquette de ping-pong, tu sais, mais je pense que Straight to Hell, si il y a des gens qui vont sûrement le regarder à cause qu'on en parle maintenant. J'espère. Ça se peut qu'ils n'aiment pas ça. Écrivez à Alex si vous le regardez. Moi j'adore ce film-là. Là. Je peux même pas te dire à quel point je l'aime puis que j'aime Alex Cox en tant que réalisateur. Je le trouve le fun. Puis c'en est un qui se permet de faire tout ce qu'il veut. Il est ce que Terry Gilliam aimerait être. Ben c'est ça. Là, Alex Cox, l'autre affaire, c'est qu'Alex Cox, une autre chose que j'aime beaucoup des cinéastes, j'en parle souvent au voyeur de vue, c'est quand les cinéastes disent au studio d'aller chier. Et Alex Cox a essentiellement fait ça, fait que sa carrière n'a jamais levé autant. Puis il fait plus de films depuis 20 ans, ce gars-là. Là. Ben, il a fait non, il en a fait d'autres, apparemment. Hein. Il a fait quelque chose, mais c'est des affaires autoproduites. Ouais, c'est ça. Il est comme prof d'université, là, puis il fait des trucs très low budget. Mais tu sais, après ça, il a fait Walker, ou en même temps, Walker qui sont avec Ed Harris. Là, qui est très bon. Qui est vraiment un film radical pour un film de studio. Là, c'est un film de studio fait dans les grosses années de Ronald Reagan qui envoie chier Ronald Reagan. Ouais, exact. C'est génial. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, c'est un film qui se passe quoi dans les années 1700, 1800 1853. 1853 au Nicaragua. Puis c'est dans la vraie vie, pendant l'invasion des Contras, là, une guerre que Reagan a alimentée. Puis ça se passe en 1853, puis des fois, tu as juste des voitures qui passent, tu as des gens qui boivent du coke, puis ça finit avec l'armée américaine qui débarque en hélicoptère pour venir chercher Walker. Ouais, c'est ça, oui, fais-le! Ouais, c'est ça. Puis sa femme, c'est Marlee Matlin qui avait gagné un Oscar l'année d'avant pour Children of a Lesser God, puis elle est sourde. Elle est sourde. Fait que je pense qu'à un moment donné, elle l'envoie chier comme en langage des signes. C'est pas historique, là, c'est parce que c'est elle l'actrice. Là, c'est vraiment. Joe Strummer est dedans aussi. C'est lui qui fait la musique d'ailleurs. Puis, la musique est vraiment bonne. Je l'ai. Vous allez comprendre que si je dis je l'ai en vinyle, ça ne veut pas dire grand-chose, ça veut juste dire que ça existe. Là. Mais je l'ai en vinyle et c'est très bon. Mais c'est ça. Puis après Walker, ça a été une longue descente vers l'enfer. Là. Il était supposé réaliser Fear and Loathing in Las Vegas. Il l'a écrit finalement, mais il ne l'a pas réalisé. Ouais. Ça aurait été génial avec lui qui l'aurait fait. Ça aurait été 50 fois meilleur que ce que Terry Gilliam a fait. Puis... Ouais, mais pour vrai, c'est un réalisateur vraiment le fun à découvrir. Moi, je suis content qu'on en parle parce que c'est quelqu'un que j'ai souvent défendu puis eu à défendre. Là. Mais il fait des films d'une grande liberté, Alex Cox, puis il doit être redécouvert ou sinon
pas reconduit, mais ouais, informez-vous sur Alex Cox. Allez voir ses films. Ben, surtout les 4 premiers, parce qu'après ça, ça devient un très low budget, c'est dur à trouver, mais les 4 premiers, Repo Man, Sid and Nancy. Sid and Nancy, qui, moi, je défends, même si, historiquement, c'est n'importe quoi, il invente plein d'affaires, puis c'est pas... mais c'est ça, Walker et Straight to Hell. Ouais. Ça a été un plaisir de t'avoir sur l'émission, Alex. Oui, mais merci de m'avoir eu. C'était très plaisant de parler de ces films. Ben oui. Quand Uncut Gems, j'en ai parlé beaucoup. Là. Comme l'autorité, le monde m'appelle maintenant si quelqu'un va te parler d'Uncut Gems. Tant mieux. C'est ça. Allez écouter mon épisode des Mystérieux Étonnants avec Yannick Belzil où on parle d'Uncut Gems. Yes. Si les gens veulent te suivre, si on veut te lire, t'écouter, on va où? Oui, pour me lire, c'est cultmontreal.com ou Cult Montréal, CULT Montréal.com. Sur Twitter, c'est Alex Rose avec 2 petites barres à la fin. Sur Instagram et Letterboxd, je suis Why Does It Exist, qui est le nom de mon défunt podcast de là 10 ans, mais trop vache pour changer les noms. Vous pouvez aller écouter ça d'ailleurs, whydoesitexist.com, sont encore là si vous voulez m'entendre parler dans un seul micro BS USB où on est assis super loin du micro. Puis c'est ça. Mais la majorité, là, Cult, c'est la place là, où est-ce qu'il y a du nouveau contenu à chaque semaine. Cool. Ben, lesvoyeursdevue.com, évidemment, j'en ai oublié. Lesvoyeursdevue.com. Et d'ici à ce que l'épisode sorte, vous allez avoir vu la Snyder Cut. Et crissement pas haute, je vais te dire. Là. À tous les semaines, là, je méprise le fait qu'on a décidé de faire ça. Fait que, je vais expliquer pour ceux qui n'ont jamais écouté Les Voyeurs de Vue. Je le fais avec Yannick Belzil de Trois-Bières. Puis à la base, ce qu'on faisait, c'est qu'on allait au cinéma. Yannick m'accompagnait quand j'allais à des visionnements de presse le mercredi. Ensuite, on allait au bar et on discutait du film qu'on avait regardé. Là, depuis le mois de mars, il n'y a plus de cinéma ni de bar. Donc, on a inventé, on n'a pas inventé, mais on a conçu un concept qui est un peu similaire à 6 Degrees of Kevin Bacon. C'est-à-dire qu'on part d'un film, on est parti du Zodiac, puis après ça, pour le prochain film, pour le sélectionner, il faut que ça soit relié soit par le réalisateur, le ou la scénariste ou un des comédiens ou des comédiennes du film. Fait que là, le 6 mars, ça va être passé quand l'épisode va sortir, ou la semaine que le Snyder Cut sort, de la version super longue de Justice League de Zack Snyder. Fait que là, il faut se rendre là. Fait qu'il faut regarder des films qui vont faire en sorte qu'on va se connecter. Puis c'est compliqué. Fait que là, on avait décidé qu'on voulait faire des films japonais après ça. Mettons, spoiler alert, quand ça va sortir, on va probablement être rendu là. Mais comment tu passes de Snyder Cut au Japon? Fait qu'il faut que tu trouves une façon. Fait que, des fois, on tombe dans des films, des entre-deux, des films là, on regarde souvent des films maintenant qui sont bons, qu'on aime. Des fois, c'est le film. Fait que, sans faire de spoiler, justement, je parlais à Yannick aujourd'hui de ça, puis on essayait de faire un lien entre 2 films, puis le film qui nous faisait le lien, c'était Hardball avec Keanu Reeves qui coach une équipe de petits flots qui jouent au baseball. Fait que on fera pas, on va trouver une autre façon parce qu'il n'est pas question que on fasse un épisode sur Hardball. Mais tu sais, fait que c'est ça le fun de ça, c'est qu'on ne sait jamais vraiment trop où est-ce que ça va nous mener. Puis toi, tu as été un invité pour Social Network. Oui, très le fun. Très bon film qui passe très bien l'épreuve du temps. Allez, cet épisode-là était le fun à faire. Ouais, ben c'est ça, on est content de t'avoir. Puis, fait que c'est ça. Puis on va avoir des invités de temps en temps aussi. C'est sûr que de par la nature du show, c'est pas toujours évident d'avoir un invité à cause qu'on sait pas tout le temps qu'est-ce qu'on va faire. Fait que, mais c'est ça. Voyeursdevue.com, puis c'est les Voyeurs de Vue sur toutes les plateformes de podcast. Cool! Là-dessus, mon nom est Guillaume Saint-Cyr et avec Alex Rose, on a jasé de film.